Bonjour et bienvenue, je suis Philippe Campos et je vais animer cette formation consacrée à l'apprentissage de la comptabilité. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes et j'utilise la comptabilité de manière quotidienne sur différentes problématiques, ça reste pour moi une matière première indispensable. Cette formation s'adresse à toutes les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par les problématiques comptables à un moment donné, dans l'exercice de leur activité professionnelle ou même à titre personnel pour des investissements par exemple. Alors, le point, ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'objet, ce n'est pas de former des individus pour devenir des comptables. C'est surtout de comprendre les grands principes et les mécanismes essentiels de la comptabilité. L'idée, ce n'est pas d'apprendre par cœur des numéros de compte ou des écritures comptables. Généralement, quand on apprend de cette façon, on oublie aussi très rapidement et on ne comprend pas. L'idée, c'est de vous expliquer la démarche d'un système comptable. Donc, on verra les notions d'emploi-ressources, débit-crédit, d'actifs-passifs, de charges et de produits, de compte de résultats, de bilan, de besoins en fonds de roulement, de fonds de roulement, toute une série de notions qui peuvent vous paraître aujourd'hui obscures. L'idée, ce sera de vous expliquer, de suivre un cheminement intellectuel qui vous permette de comprendre les différents mécanismes et les différentes terminologies. Toutes les terminologies ont un sens, et l'idée, c'est d'avoir une phase d'apprentissage, voilà, de manière chronologique. Donc, je vous présenterai au travers de vidéos ces différentes notions, et je vous les expliquerai au travers d'exemples. Donc, l'idée, c'est de former les personnes à comprendre la comptabilité, et donc, par définition, de comprendre un bilan et un compte de résultat, de pouvoir l'analyser et d'en tirer un enseignement, une première analyse. Donc, ça peut être à la fois des personnes qui sont en université ou en école de commerce, ou même des autodidactes, des personnes qui souhaitent devenir des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, ou qui le sont déjà, et pour qui il est essentiel de comprendre les enjeux issus de la comptabilité. L'objet, c'est pas forcément de devenir, comme je le disais, des comptables. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt pour cette formation. Qu'est-ce que la comptabilité? La comptabilité a pour objet de retracer l'ensemble des flux réels, c'est-à-dire des biens ou des services, et les flux monétaires, c'est-à-dire des encaissements ou des décaissements, sur un exercice comptable donné. Alors on reviendra sur cette notion d'exercice comptable, mais retenez, en fait, c'est la période où on va comptabiliser ces flux monétaires et ces flux réels. Alors certains d'ailleurs disent que la comptabilité c'est l'algèbre du droit, c'est-à-dire qu'en fait le droit va retranscrire l'ensemble des flux qui concernent un agent économique, et on va retracer de manière chiffrée ces flux dans une comptabilité. Alors l'autre point, c'est qu'il faut bien distinguer deux types de comptabilité. La plus connue, c'est la comptabilité de trésorerie. Lorsque, par exemple, si vous percevez une rémunération de 2000, 3000, 4000 euros, et ainsi de suite, donc vous le constatez en encaissement.
et puis l'ensemble des dépenses d'un mois que vous faites, vous payez votre loyer, vous payez vos factures téléphoniques, vos dépenses de restaurant et diverses. Donc c'est une dépense, ça vient en moins. Donc c'est ce principe-là de comptabilité de trésorerie qui est assez connu en fait par tout le monde. Ensuite, c'est la comptabilité d'engagement. Et on va concentrer notre cours, puisque là c'est le sujet, sur cette partie-là principalement. Alors on fera parfois un comparatif, simplement pour illustrer les mécaniques, entre comptabilité d'engagement et comptabilité de trésorerie. Mais retenez que la comptabilité d'engagement, en fait, fait appel à des notions également de créance et de dette. C'est-à-dire qu'on va comptabiliser un flux, même s'il n'a pas été encaissé ou s'il n'a pas été payé. Bien sûr, vous inquiétez pas, on va revenir sur toutes ces notions en détail. La comptabilité de trésorerie concerne la majorité des personnes physiques. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'une personne physique et personne morale, puisqu'on évoque ce cas dans cette partie-là. Une personne physique, c'est vous et moi. Donc c'est les personnes, entre guillemets, vivantes. Les personnes morales, elles ont une reconnaissance juridique, mais ce n'est pas des personnes en tant que telles, ce n'est pas, parler un peu vulgairement, des gens. Et donc, les personnes morales, ça va être des sociétés. Donc les sociétés, effectivement, vous avez un restaurateur, une entreprise, je sais pas, dans la mécanique, toutes les entreprises que vous voyez, effectivement, là, c'est une personnalité morale. Elle n'est pas représentée par un individu, une personne physique. Et donc, les personnes physiques, généralement, quand elles ont une activité économique, on utilise la comptabilité de trésorerie. Par exemple, les médecins, les avocats, les experts comptables qui sont en nom propre. Parce qu'il peut arriver que aussi des médecins ou des avocats ou des experts comptables soient en société. Mais pour ceux qui sont en nom propre, ça va être, dans la majorité des cas, il y a des options qui sont envisageables, notamment pour constater les flux d'un point de vue fiscal, en comptabilité d'engagement, mais dans la majorité des cas, retenez que c'est comptabilité de trésorerie. Pour les personnes morales, là, on se trouve dans une situation de comptabilité d'engagement, donc où on va faire référence à des créances et des dettes, et généralement, donc, ça va être des entreprises ou des associations. Quel est l'usage d'une comptabilité? Donc, il peut être à la fois interne ou externe, à titre d'information. Par exemple, un dirigeant souhaite connaître les résultats qu'il a réalisés, les performances économiques, donc il va s'intéresser aux comptes annuels. Son banquier qui lui prête de l'argent va également lui demander chaque année les comptes annuels pour voir s'il n'y a pas de risque spécifique, de remise en cause de la continuité d'exploitation. Les actionnaires, qui ne sont pas forcément dirigeants, et qui ont apporté des fonds pour permettre le déroulement de l'activité, ils vont aussi s'intéresser à ces problématiques-là. Alors attention, parfois certains disent « oui, mais la comptabilité, ça nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, c'est les perspectives, le futur ». Alors je dirais que ça c'est un peu du snobisme, parce que en réalité, la connaissance des flux réalisés est très importante. Et l'autre point, il suffit que vous regardiez même des sociétés cotées qui sont très importantes. Bien entendu, il y a l'analyse des perspectives, donc qui vont être données par la direction de l'entreprise, donc ça va faire évoluer un cours de bourse. Mais, par ailleurs, l'information comptable historique correspondant aux flux qui ont été réellement réalisés a aussi son importance. Il suffit que vous regardez des cours de bourse, chaque jour vous avez des cours de bourse qui chutent, parce que les dirigeants se sont engagés sur des perspectives de chiffre d'affaires et de résultats d'exploitation, de résultats opérationnels ou de résultats nets qu'ils vont réaliser, et ils ne tiennent pas leurs engagements. Ils sont peut-être 20, 30, 40, 50% inférieurs aux attentes du marché, et qu'ils ont promis eux-mêmes. Et vous, dans ce cas-là, vous avez une baisse très importante du cours de bourse, qui, là, est liée à le non-respect des atteintes, qui est mesuré par des informations comptables historiques. Donc, ça concerne toutes les sociétés de toute taille, l'information comptable. Alors, l'autre point, les autres usages, ça va être par exemple sur des obligations de contrôle, ou effectivement pour contrôler les flux réalisés, ou par exemple contrôler la réalisation d'une filiale, vous avez besoin de ces informations. L'autre point, c'est pour des obligations, remplir des obligations légales. Alors, c'est à la fois requis par le Code de commerce, donc une entreprise doit publier des comptes,
établir et publier des comptes, mais également pour des raisons fiscales. Les sociétés doivent payer, enfin la majorité des sociétés, il y a des exceptions, sur des certaines périodes par exemple, ou sur certaines zones géographiques, mais la majorité des cas, elles doivent payer un impôt sur les sociétés qui est calculé sur leurs résultats, c'est-à-dire ce qu'elles ont vendu, moins l'ensemble de leurs charges. Alors après, il y a des retraitements fiscaux, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais c'est une base pour constituer l'impôt sur les sociétés, pour le calculer. Et donc, à partir de là, on part sur des données comptables. Donc la comptabilité a son importance. Mais également, lorsqu'il y a des litiges entre des parties, voilà, dans le cas d'un litige divers, une remise en cause d'un contrat, etc., on va se focaliser aussi sur des données issues de la comptabilité. Quand vous, par exemple, vous allez acquérir une société, vous regardez, vous examinez les comptes, il y a des audits d'acquisition, des due diligence financières. Ou, par exemple, quand vous avez évalué une société, on se base également sur les comptes. Donc, c'est une donnée qui est très importante dans la vie économique d'une société. Alors, vous verrez, parfois, on fait appel à des notions de comptabilité générale et parfois de comptabilité analytique. Comptabilité générale, c'est un peu, en quelque sorte, la donnée brute. C'est-à-dire, effectivement, quand vous avez un bilan ou un compte de résultat, c'est sur la base d'une codification, on retrace l'ensemble des flux et on va présenter selon une présentation qui est normée par un plan comptable, et donc vous avez un compte de résultat, on reviendra sur ces aspects-là un peu plus tard, et un bilan. Mais, parfois, pour être utilisé comme un outil de gestion plus précis, on fait référence à une comptabilité analytique. Et là, généralement, on part également des données comptables, sauf que ces données comptables vont être retraitées et suivre des différents flux, par exemple, pour avoir l'estimation, par exemple, d'un résultat pour une gamme de produits, pour des activités dans certaines zones géographiques, pour analyser les volumes de vente et les marges réalisées en fonction de l'évolution des ventes et de l'augmentation des prix ou des baisses des prix. Donc là, c'est comptabilité analytique, ce n'est pas une obligation légale, c'est la société, la direction d'une entreprise qui souhaite retraiter les comptes d'un certain format pour avoir un outil de reporting qui lui permettra de mieux prendre des décisions quant à l'évolution d'une société. Mais retenez que la donnée brute, ce qu'on analyse en priorité, l'obligation légale, c'est la comptabilité générale. La comptabilité analytique n'est pas une obligation, et dans ce cas-là, effectivement, chaque société peut adapter la comptabilité analytique comme il le souhaite. Alors là, on va surtout focaliser sur la compréhension de la comptabilité générale. Qu'est-ce qu'un exercice comptable? Alors c'est relativement simple à comprendre, c'est la période sur laquelle l'entreprise va enregistrer l'ensemble de ses flux de l'année. Alors, généralement, ça couvre une année civile, c'est-à-dire que l'entreprise va arrêter ses comptes depuis, à partir de la date d'ouverture, ça va être au 1er janvier de l'exercice, par exemple, 1er janvier 2018, et elle va enregistrer l'ensemble de ses flux, ses produits et ses ventes, ses achats d'investissement, etc., jusqu'au 31 décembre 2018. Et donc, sur cette période-là, c'est un exercice comptable, qui correspond à une année civile. Parfois, pour diverses raisons, certaines entreprises décident d'avoir une période, un exercice comptable, sur une période différente. Donc, c'est-à-dire, par exemple, une société va clôturer ses comptes au 30 septembre. Donc, l'exercice sera toujours de 12 mois, mais sur une période qui va aller du 1er octobre au 30 septembre. Ce qu'il faut retenir, c'est que la période doit être 12 mois. Alors, pour différentes raisons, parfois, il peut être sur des durées plus courtes ou plus longues. Par exemple, en début d'activité, la société est créée. Elle est créée, par exemple, au 1er novembre 2018, et en fait, ça fait un petit peu court d'avoir un exercice comptable uniquement sur 2 mois, alors c'est possible, si elle clôture au 31 décembre, mais là, elle verra peut-être un intérêt à prolonger jusqu'au 31 décembre 2019. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc elles ont le choix, une période en principe de 12 mois qui peut être plus courte parce que dans le cas d'un début d'activité ou plus longue, ou alors si au cours de sa vie sociale, elle décide de changer de date de clôture. Par exemple, une société qui clôture les comptes au 30 septembre, donc elle va du 1er octobre
au 30 septembre, et pour différentes raisons, elle décide de clôturer ses comptes au 31 décembre. Donc là, l'exercice de clôture, où il va avoir un changement d'exercice, on va avoir un exercice de 15 mois, puisqu'on aura finalement octobre, novembre, décembre, 3 mois en plus, donc 12 plus 3. On aura un exercice de 15 mois. Il est donc important, quand vous analysez une situation comptable, un bilan et compte de résultat, de bien vérifier qu'il n'y a pas eu de changement de période comptable. C'est-à-dire que si par exemple vous analysez les comptes d'une société au 31 décembre 2018, et qu'en fait l'exercice 31 décembre 2017 a un exercice plus long parce qu'ils avaient changé de date de clôture, donc ça ne veut pas dire qu'il y a de baisse de chiffre d'affaires, c'est simplement que la période de l'exercice d'avant a une durée plus longue. Donc ça pose pas trop de difficultés quand il y a une bonne saisonnalité d'activité, c'est-à-dire que l'activité est relativement stable tout au long de l'année, puisque dans cette hypothèse-là, il suffit d'appliquer un prorata temporis. La difficulté, c'est s'il y a une saisonnalité, donc l'activité est variable tout au long de l'année, et donc on ne pourra pas appliquer de prorata temporis simplement en fonction du temps passé. Donc, ce qu'il faut savoir, voilà, notez bien que les exercices comptables, donc c'est 12 mois, mais il y a des périodes où ça peut être plus court, plus long, et généralement c'est sur une année civile, mais ça peut être des clôtures sur des dates différentes. D'ailleurs, par exemple, dans de nombreux pays anglo-saxons, les dates de clôture se situent généralement assez souvent au 31 mars, par exemple. Donc, attention aux dates d'arrêté comptable pour des questions de comparaison, notamment. Parlons maintenant des principes comptables. Alors, nous allons en voir 10. Alors, une petite précision préalable. Je parle ici des principes comptables applicables aux normes françaises du plan comptable général pour des comptes annuels. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir dans d'autres pays des principes comptables différents, alors même si il y a souvent de nombreux points communs, ou même au niveau des normes internationales, il y a quand même des divergences. Voilà. Donc ici, c'est vraiment les règles comptables françaises. Le premier principe que nous allons voir, c'est celui de l'image fidèle, c'est-à-dire que les comptes doivent traduire la situation du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société. Ensuite, il y a le principe de la régularité, c'est-à-dire que les comptes doivent être conformes aux règles applicables, aux lois, puisque les comptes annuels peuvent être utilisés comme un moyen de preuve entre commerçants. Et donc, le principe, c'est que eux-mêmes soient respectueux des dispositions légales. Ensuite, il y a le principe de sincérité. Alors, ce principe, c'est simplement pour dire que les comptes doivent traduire la réalité des opérations. Autre principe, c'est le principe de permanence des méthodes. Alors, dans ce principe, vous devez, en fait, conserver d'un exercice à l'autre les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'en principe, vous ne pouvez pas changer chaque année à votre guise les méthodes comptables. Alors maintenant, vous pouvez effectivement les changer pour apporter une amélioration de l'information comptable. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a des méthodes préférentielles. Donc ça c'est un principe, en fait le principe c'est d'éviter qu'une entreprise, voilà, chaque année ou en fonction de ses propres besoins, change les règles comptables. Ça peut être le cas, par exemple, quand vous faites une fusion-acquisition, il y a des frais, donc parfois on peut les mettre en moins de la prime d'émission, parfois on peut les mettre à l'actif immobilisé, ou parfois en charge. Et donc, une fois que vous avez retenu une méthode, vous devez garder toujours la même méthode, vous pouvez changer si ça apporte une amélioration. Autre principe, c'est le principe de non-compensation. Alors il est simple à comprendre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compenser des situations d'actifs et de passifs, ou de charges ou de produits. C'est-à-dire que, en fait, une entreprise ne pourrait pas dire finalement, je vais présenter un produit net de mes charges. Je vais dire, voilà, mon chiffre d'affaires, c'est 1 million, alors qu'en fait, c'est 10 millions de chiffre d'affaires et 9 millions de charges. Pareil, au niveau des créances et des dettes, on ne peut pas compenser des créances avec des dettes. Donc ça, c'est
principe de non-compensation, assez facile à comprendre, mais voilà, faut le connaître. Il y a aussi le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture. C'est-à-dire que lorsque vous avez arrêté des comptes annuels, donc sur une date donnée, vous ne pouvez pas, l'exercice suivant, le changer. Alors là, c'est effectivement une norme française. Il faut savoir qu'à l'étranger, par exemple, ce principe n'existe pas dans de nombreux pays. Et au cas particulier, c'est-à-dire que souvent, par exemple, on voit des sociétés, c'est pas qu'un cas d'école, puisque il m'est arrivé déjà de voir des sociétés qui présentaient des comptes sur une année. L'année suivante, pour différentes raisons, il y a 2-3 écritures qui ont été passées, qui modifient les comptes, et alors que les comptes qui ont été arrêtés, en fait, sont bien les comptes de N-1. Et on repart sur des comptes, donc, N, avec une situation qui n'est pas conforme à l'arrêté des comptes de l'année dernière. Et ça, en fait, en norme française, ce n'est pas possible. Donc il faut véritablement vérifier que le bilan d'ouverture est conforme au dernier arrêté. Nous pouvons parler également du principe de prudence. Alors là, c'est un principe que l'on verra souvent, qui sera souvent évoqué, dans le cadre des dépréciations qui sont passées, ou des provisions pour risques et charges. En fait, une charge probable, on la comptabilise, c'est pas une charge éventuelle, sur une base d'une simple éventualité, voilà, d'une attaque judiciaire ou autre, il faut quand même des faits concrets, mais elle n'est pas certaine par définition, et selon le principe de prudence, on passe une provision. Mais, de la même façon, le principe de prudence fait que un chiffre d'affaires ou un produit, en général, ne peut pas être comptabilisé s'il est simplement probable. Donc un chiffre d'affaires, un produit, il faut qu'il soit certain pour être comptabilisé. C'est aussi en application de ce principe de prudence. On est prudent. Donc ça, c'est un point à noter qui est très important, puisqu'il rappelle un principe fondamental et écarte des écritures qui peuvent paraître parfois un peu, on va dire, en quelque sorte, exotiques. Ensuite, il y a le principe de coût historique, c'est-à-dire que on enregistre dans les comptes les éléments d'actifs et de passifs sur la base du coût historique. Donc, c'est-à-dire que lorsque c'est une acquisition, à titre onéreux, c'est en fonction de son prix d'acquisition. Si c'est à titre gratuit, ça va être en fonction de sa valeur vénale. Donc, c'est un point important, parce que si par exemple, voilà, vous vous retrouvez 5 ans après et votre bien a augmenté de valeur, on ne peut pas passer, en fait, réévaluer la valeur du bien. Parce que il y a ce principe qui dit que c'est au coût historique, et donc on ne peut pas le revaloriser. Alors maintenant, le principe de prudence fait que, par contre, on peut le déprécier s'il y a une perte de valeur. Alors, vous savez, dans les règles comptables, les principes, il y a toujours des dérogations, des exceptions. Donc on peut revaloriser certains biens, un ensemble de biens, mais c'est dans le cadre de réévaluation, ce qu'on appelle une réévaluation libre, qui s'applique aujourd'hui. Voilà, donc il y a des cas particuliers, mais ça reste quand même marginal. Il y a aussi le principe de continuité d'exploitation. C'est-à-dire que, en fait, quand on enregistre des opérations dans les comptes, on suppose que la société, la continuité d'exploitation n'est pas compromise, elle va perdurer, son activité va se poursuivre dans le temps. Parce que lorsque il y a une situation qui fait que la continuité d'exploitation est compromise, donc on va par exemple vers la liquidation judiciaire, là, l'optique va changer, c'est-à-dire qu'en fait on ne comptabilise plus sur la base des coûts historiques, mais sur une base liquidative. Donc c'est-à-dire une valeur de cession, mais probablement décotée dans un cadre de liquidation judiciaire. Autre principe encore, c'est le principe d'indépendance et de spécialisation des exercices. En fait, ça, c'est pour dire qu'on doit affecter une charge ou un produit sur un exercice donné, sur l'exercice, la période qui le concerne. Donc, c'est-à-dire que si, effectivement, vous faites une vente, vous vendez des marchandises, vous livrez, même si vous émettez votre facture après la clôture de l'exercice,
vous devez quand même constater l'exercice de la livraison, le montant en chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas le différer. C'est la même chose pour les charges. Donc, en fait, le critère de comptabilisation, c'est le changement de propriété. En France, on va, dans les règles du plan comptable général, c'est pour ça que certains, je l'avais déjà évoqué, on parle d'algèbre du droit, on s'en fonde sur la propriété. Donc, et donc le principe, effectivement, de sincérité également, donc comptabilise sur le bon exercice. Alors j'ai rappelé brièvement ces grands principes, bon, je l'ai fait assez rapidement, mais en fait, globalement, c'est assez facile à comprendre, hein, ces principes. Et le point, quand même, c'est que c'est pas purement théorique, hein, m'arrivait assez régulièrement, lorsqu'il y avait des questions comptables a priori complexes, de finalement trouver la solution en revenant à la base. C'est-à-dire en regardant ces principes comptables, voilà, de manière concrète, ce que ça signifiait. C'est pareil, par exemple, quand on évoque des fois des questions de droit, parfois il y a des débats sans fin, il suffit de revenir à l'article du Code de commerce, de le lire et pour comprendre tout de suite. Donc, revenir à la base est toujours intéressant, et donc là, au cas particulier, les principes comptables, alors j'ai évoqué rapidement, mais après, rien n'empêche d'aller voir le plan comptable général, de manière détaillée, et de revoir l'ensemble de ces principes, et de voir les exemples un peu de manière concrète, et ça permet de trouver des solutions, et de garder à l'esprit ces points. Donc, voilà, ça c'est un point, essayer de comprendre la mécanique, peut-être avec un recul, notamment sur ce que vous allez voir sur les exemples de comptabilisation, sur les différents mécanismes, voilà, d'écriture, ces principes comptables vous parleront. Parlons maintenant des notions d'emploi et de ressources. Donc c'est une notion fondamentale. Alors, le point en préambule, c'est de préciser que lorsque vous souhaitez comprendre la comptabilité, les principaux mécanismes, en fait, il y a quelques notions à bien comprendre. Il faut surtout éviter de chercher à apprendre par cœur, que ce soit des écritures comptables ou les formulations. À partir du moment où vous faites ça, en fait, peut-être que vous pouvez faire illusion quelques minutes, et puis, de toute façon, vous oublierez très rapidement les points clés. Alors, quand j'ai appris la comptabilité, c'est-à-dire il y a très longtemps, mon professeur de comptabilité me disait, en fait, quand vous devez constater une écriture, vous devez vous poser deux questions. Donc, vous avez une opération. La première question, c'est quel est l'usage, quelle est l'utilisation que vous faites. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un achat de marchandises. On achète un bien. Donc, on a recours à une prestation de service. Et ça, c'est ce qu'on appelle un emploi. C'est un usage, c'est les emplois. À partir de là, la deuxième question qu'il faut vous poser, c'est qu'est-ce qui m'a permis de faire cette opération? Donc acheter un bien, acheter une prestation. Donc il faut regarder les ressources qui vous ont permis de faire ces opérations. Alors les ressources, là, c'est une notion relativement large. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement, par exemple, on pourrait penser que c'est du chiffre d'affaires, une vente, voilà. Donc ça vous permet d'entrer de l'argent, et donc avec cet argent, vous pouvez faire des dépenses. Non. En fait, les ressources, au sens général du terme, une notion patrimoniale, donc on va dire, une ressource, ça va être l'apport, par exemple, du fondateur, le capital qu'il a mis à la société, les différents associés, dans le cadre d'augmentation de capital successive. Si vous achetez des marchandises, par exemple, dans le monde des entreprises, généralement, il y a des achats qui se font souvent à crédit. Hein, donc vous achetez la marchandise, vous avez la faculté de payer 1, 2 mois, donc on peut prévoir des accords particuliers, voilà, pour un différé de paiement. Et donc qu'est-ce qui m'a permis de faire l'opération pour un achat de marchandises à crédit? C'est le fournisseur. Donc ça, le fournisseur est une ressource. Si vous achetez un investissement, vous achetez par exemple une usine, vous achetez une machine industrielle, donc ça peut être votre fournisseur, effectivement, qui vous octroie des facilités de paiement, ou ça peut être la banque qui vous fait un emprunt.
Donc un emprunt est une ressource. Donc il faut se poser la question, en fait, c'est une relation fondamentale entre l'emploi et les ressources. À partir du moment où vous constatez un emploi, donc c'est l'usage que vous faites dans l'entreprise, hein, vous achetez des biens, voilà, c'est un emploi, et il faut toujours vous poser la question, qu'est-ce qui m'a permis de faire l'opération? Donc c'est une ressource. Et la relation fondamentale, emploi égale ressource. Hein. C'est en comptabilité d'engagement, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la partie double. Donc vous avez d'un côté des emplois, vous avez réciproquement, pour un montant équivalent, des ressources. Donc on ne peut pas avoir d'écart en fait, c'est emploi égale ressources. Donc retenez bien cette relation fondamentale et ces questions à se poser. Alors parfois, certains raisonnent, bon, ce qui est aussi envisageable, raisonnent dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'ils disent, quels sont les fonds dont dispose mon entreprise, quelles sont les ressources plus précisément, hein, donc ça va être des facilités de paiement par les fournisseurs, des apports des actionnaires, par exemple, des financements bancaires, donc voilà, quels sont les financements dont on dispose, quelles sont les ressources, et quelle est l'utilisation que je fais de ces ressources, ce sont les emplois. Voilà, donc retenez ces relations fondamentales, donc essayez de bien comprendre, c'est, je dirais, le point essentiel à appréhender pour, par la suite, avoir une facilité de compréhension des notions comptables. Voyons maintenant les notions de débit et de crédit. En fait, c'est une notion que on vient tout juste d'aborder. Alors pourquoi? Quand on a abordé les notions d'emploi et de ressources, c'est une notion, on va dire, patrimoniale, une notion économique. Le débit et le crédit, c'est une notion comptable. C'est-à-dire là où on va mettre les emplois et les ressources d'un point de vue comptable. En fait, les emplois vont au débit. Les ressources vont au crédit. Et là, si on prend un des exemples que l'on a cité tout à l'heure, donc par exemple l'achat de marchandises par crédit fournisseur. Donc on achète des marchandises et le fournisseur nous octroie des facilités de paiement. Donc là, la première question qu'on se pose, hein, bien sûr après ça devient mécanique, mais là, d'un point de vue pédagogique, je vous explique la démarche à avoir. Donc la première question, c'est voilà, quel est l'usage, quelle est l'utilisation, hein. On a une opération qui est d'achat de marchandises, donc quel est l'usage? On achète des marchandises. Donc c'est un emploi, donc c'est au débit. Qu'est-ce qui m'a permis de faire l'opération? Donc, quelle est la ressource? Donc c'est un crédit fournisseur. Donc c'est une ressource, ça va au crédit. Et donc, de la même façon que pour les emplois et les ressources, on a dit qu'il faut la relation fondamentale, il y a égalité, il ne peut pas avoir de différence. Donc de la même façon, là c'est une retranscription comptable d'un flux économique. Donc il y a aussi correspondance entre le débit et le crédit. Donc vous devez avoir égalité, débit égale crédit. Si vous passez une écriture comptable là au cas particulier, donc au débit, achat de marchandises pour, par exemple, 100 000, au crédit, vous avez donc la dette fournisseur, puisque c'est le fournisseur qui vous a permis de faire l'opération, donc ça c'est au crédit. Donc vous devez avoir exactement le même montant. Si vous avez une différence, c'est ce qu'on appelle une écriture déséquilibrée. Il n'y a pas d'équilibre, votre écriture est fausse. On doit avoir une correspondance. Donc après on reviendra aussi sur ces points-là, mais retenez, c'est le même principe, comptabilité de parties doubles, vous avez chaque débit doit avoir un crédit, de la même façon que chaque emploi doit avoir une ressource. L'autre point également à préciser ici, et on verra quand on verra les notions de balance, de grand livre et de bilan, c'est une notion comptable, hein, un principe voilà fondamental. Alors l'origine, ça je n'en sais rien, mais en tout cas le débit va à gauche. Hein, si vous avez une balance, vous verrez que votre débit est à gauche. Si vous avez votre crédit, il va à droite. Donc c'est un principe, voilà.
Bon, il vaut ce qu'il vaut, mais retenez ce principe-là. Hein. Alors, aujourd'hui, maintenant, toutes les comptabilités sont au format, passent par des logiciels, mais à l'époque, donc je parle ça il y a 20, 30 ans et avant, quand les comptabilités étaient parfois tenues à la main, on avait effectivement 2 colonnes. À gauche, on mettait les débits, et à droite, on mettait les crédits. Mais c'est une notion qui perdure quand vous analysez des balances, ou quand vous analysez un bilan. Donc c'est une mécanique à bien comprendre. Alors on reviendra sur ces notions-là, mais retenez ce principe également. Vous demandez peut-être pourquoi nous n'avons pas, jusqu'à maintenant, abordé les comptes, alors que c'est un cours qui concerne la comptabilité. En fait, il faut bien comprendre l'ensemble des process. L'erreur serait de passer directement à des écritures comptables sans en comprendre les principes. Là, ça demande beaucoup plus de temps pour l'apprentissage. Alors, voyons maintenant, effectivement, à quoi servent les comptes. Donc, on a vu que on définit les flux en emplois ou ressources que l'on va classer comptablement dans des débits et des crédits. Et dans les systèmes comptables, en fait, il y a des codes que l'on donne, donc c'est des classifications que l'on donne selon la nature des emplois et des ressources. Alors, en fait, cette codification peut changer selon les pays. Hein, le principe comptabilité de partie double, d'engagement, d'emploi, ressources, il est partout pareil dans le monde. Hein, après, il y a des principes, des règles, d'amortissement et autres qui vont changer, mais le principe même, il est identique. Et par contre, les comptes comptables peuvent diverger, la codification peut diverger selon les pays. Alors, en France, c'est ce que je connais, donc c'est ce dont je vais parler, en France, il y a 7 classifications. De 1, la classe 1, à 7. De 1 à 5, c'est des comptes de bilan. Donc du moins liquide au plus liquide. La classe 1, c'est tout ce qui est capital. La classe 5, c'est tout ce qui est trésorerie. On va revenir sur ces notions en détail dans la section suivante. La classe, donc ça c'est par rapport à une situation bilancielle, donc une situation patrimoniale. La classe 6 et 7, c'est les éléments de résultat. Donc 6, c'est les comptes de charge, donc c'est en quelque sorte les dépenses que vous engagez, et qui sont consommables au premier usage, entre guillemets. Et la classe 7, c'est les produits, donc par exemple votre chiffre d'affaires. Donc votre résultat, finalement, c'est la différence entre vos comptes de la classe 7 et les comptes de la classe 6. Donc, par exemple, si on vous pose la question, alors comment vous déterminez votre résultat, est-ce que vous prenez des comptes de la 6 et 7 ou des comptes de la classe également 1 à 5? Non. Les comptes de la classe 1 à 5, ce n'est pas une notion de résultat. Alors on reviendra sur ce point-là. Mais la classe 6 et 7, voilà, c'est véritablement le résultat, donc la richesse que vous allez créer. Donc les différents agrégats comptables de résultats, que ce soit par exemple la marge brute, votre chiffre d'affaires, votre marge brute, votre valeur ajoutée, votre résultat d'exploitation, votre excédent brut d'exploitation, votre résultat net, ça va être votre différence entre vos comptes de produits, classe 7, donc vos chiffres d'affaires principalement, et vos comptes de charge, la classe 6. Après, il y a différents liés, voilà. Par exemple, le résultat d'exploitation, c'est que les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. On exclut tout ce qui est résultat financier, résultat exceptionnel. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, vous avez cette codification. Alors là, on va voir un exemple. On va prendre toujours cet exemple d'achat de marchandises à crédit. On va rajouter là la notion de règlement, c'est-à-dire que le fournisseur paye au bout de 2-3 mois, et on va voir donc d'abord comment on comptabilise dans un schéma d'écriture comptable ces flux, et on va présenter également sous la forme d'un contenté. Alors qu'est-ce que c'est un contenté? Un contenté, c'est comme la lettre T en majuscule, où vous allez avoir en fait au débit donc les emplois, au crédit les ressources,
Et on verra, voilà, c'est pour comprendre la mécanique, c'est contenter, en fait, c'est surtout un usage pédagogique, aujourd'hui, et ça vous permet de comprendre des schémas d'écriture, et de comprendre que chaque compte doit, à un moment donné, être soldé. Voilà. Donc ça, on va voir par cet exemple, et dans la section suivante, on verra les différentes classes de comptes en détail pour expliquer, en fait, chaque compte, à quoi il correspond, quel sens on lui attribue généralement, voilà. On en dira un peu plus dans la section suivante. Voilà, donc maintenant, passons à l'aspect pratique de constatation d'une écriture comptable. Alors voici l'exemple. Donc là, dans notre hypothèse, on a un achat de marchandises, hein, ce qui est toujours un peu le même exemple qu'on avait pris dès le départ, enfin parmi ces exemples. Donc achat de marchandises, le 15 septembre, N, donc N c'est l'exercice comptable, hein, on pourrait le remplacer par exemple par 2018, à crédit pour un montant de 100 000 €. Alors, dans une écriture comptable, généralement, alors historiquement maintenant, comme je vous le disais, c'est surtout des logiciels, mais voilà la façon dont on présentait les éléments. Donc là, on met la date. Alors là, je vais poser la question, donc, quelle est l'utilisation donc du flux, le flux à quoi il correspond, donc là, au cas particulier, hein, quel est l'usage? C'est un achat de marchandises. Donc, pour 100 000 €. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'information qui est donnée ici, c'est donc l'emploi. Donc, c'est pour ça que je le mets au débit. Hein, quelle est l'utilisation? Donc, c'est un achat de marchandises pour 100 000. Et, comme je vous disais, à chaque emploi et chaque ressource, il y a un code comptable. Donc, en France, les achats de marchandises, donc comme je vous disais, quand c'est des éléments de résultat, donc ce qui participe à la richesse économique ou la perte économique, le cas échéant, c'est la différence entre les produits et les charges. Donc là, c'est un achat, donc c'est une sortie, finalement, donc c'est un compte de la classe 7. Donc ici, en fait, c'est 607. Alors, après les comptes, il ne faut pas les apprendre par cœur. J'ai envie de dire, s'il y a quelque chose à apprendre par cœur, c'est les classifications. De dire, bah voilà, on sait que les comptes de la classe 1 à 5, c'est les comptes de bilan. Et après, bah voilà, les comptes de la classe 1, c'est les capitaux. Donc ça, on va y revenir après. Donc c'est les grandes classes de comptes que vous, éventuellement, vous pouvez apprendre par cœur. Les comptes, ça me semble pas utile. Hein, je connais beaucoup, par exemple, alors experts comptables, non, parce que eux ils passent les écritures, mais beaucoup, par exemple, d'auditeurs, de commissaires aux comptes, ne connaissent pas forcément par cœur tous les comptes comptables. Donc, ce qui est important, c'est de connaître les grandes classes, voilà, d'actifs, passifs, de comptes de résultats, voilà, en grande masse. Après, les comptes, si vraiment vous avez un usage, bah, par la pratique, vous saurez que voilà, le compte d'achat de marchandises, c'est 607. Donc, pour 100 000 €, ensuite, bah, qu'est-ce qui m'a permis de faire cette opération? Donc, d'acheter ces marchandises. Donc là, c'est un crédit fournisseur. Donc, c'est une ressource. Une ressource, c'est un crédit. Un crédit, on a vu que ça se présentait à droite. 401. Alors bon, à l'époque, quand j'ai appris, on décalait un petit peu le montant. Bon, enfin, si c'est à gauche, c'est pas grave. Donc, fournisseur. Et donc, là, toujours, au crédit. Alors, c'est pas un détail quand même, cette présentation, j'ai mis un 0 de trop, cette présentation de gauche-droite, hein, puisqu'on verra que ça a son importance quand vous allez analyser, quand vous allez revoir une balance ou un grand livre, et un bilan, ces notions-là, vous penserez à moi quand vous le verrez, puisque, effectivement, l'importance de bien voir à gauche et à droite. Donc, pour l'instant, ça ne vous permet sans doute pas de... Enfin, vous voyez peut-être pas l'objet, mais vous verrez que dans un deuxième temps, ça peut avoir son utilité. Donc là, on voit, voilà, on a un emploi, une ressource, et on a bien utilisé des comptes comptables. Alors, attention,
ça ne veut pas dire que les comptes d'emploi soient systématiquement des comptes 607. On peut, et on va le voir juste après, le compte fournisseur peut aussi devenir un emploi. Hein. Donc ça, on va le voir. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est toujours vous poser la question, quelle est l'utilisation et qu'est-ce qui m'a permis de faire l'opération. Ensuite, dans un deuxième temps, on voit un règlement fournisseur. Donc, je vais simplement, voilà, pour que ça se présente de manière, on va dire, un peu claire. Donc là, on met la date. Donc 15 novembre N. Alors maintenant, là, je vous le passe de manière manuelle, mais vous savez qu'il y a des logiciels comptables qui permettent de faire ça de manière même automatique. C'est-à-dire qu'il y a même des lecteurs, vous scannez la facture, ça identifie automatiquement s'il faut passer en 607, 401. Bon, après, il y a une revue humaine qui est nécessaire, parce que pour éviter, il y a toujours des anomalies. Mais bon, voilà, c'est soit quelqu'un qui saisit sur un PC, enfin voilà, sur un PC ou un Mac, enfin dans un logiciel comptable, soit même aujourd'hui, voilà, tout est automatisé. Donc, ensuite, il y a un règlement, donc le 15 novembre, et donc, on doit solder le compte fournisseur. Donc, en fait, on se pose toujours la question, donc, quel est l'usage du flux? Là, en fait, je vais payer mon fournisseur. Donc, c'est un emploi. Donc, fournisseur. Donc, au débit. Donc, ensuite, vous avez, on solde le compte pour 100 000. Qu'est-ce qui m'a permis de faire l'opération? Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui m'a permis de payer mon fournisseur? C'est la banque. Donc, la banque est ici une ressource. Donc, 512. Donc, toujours une ressource au crédit. Donc là, on a notre schéma d'écriture où on voit que le compte fournisseur est soldé, on a une charge, on a payé par banque. Alors, justement, si on avait payé directement l'achat de marchandises au comptant, donc pas de crédit, on se pose toujours la même question, donc quelle est l'utilisation, quel est l'objet du flux? C'est un achat de marchandises, donc un flux réel. Qu'est-ce qui m'a permis de faire l'opération? C'est un flux monétaire, c'est la banque. Donc on aurait mis ici un compte 512 banque. Et donc cette écriture n'aurait pas existé. Donc voilà, donc ça c'est simplement un petit rappel technique. Alors je vous ai mis en bas les éléments des contentés. Les contentés, en fait, c'est surtout une vertu pédagogique aujourd'hui, et c'est pour expliquer en fait les différents schémas d'écriture que l'on peut avoir. Au cas particulier, donc on a la même chose, on a donc 3 comptes, 607, 401, 512. En fait, alors on le verra après, c'est un peu comme, on verra, c'est un grand livre. Dans un grand livre, vous avez le détail de tous vos flux comptables. Tous les mouvements, pour un compte donné, vous avez tous les mouvements. Et là, en fait, c'est un peu ce qu'on fait. Mais on met en exergue également les autres soldes qui sont mouvementés en parallèle. Donc là, au 15 septembre, on a acheté des marchandises. Donc, quelle utilisation? Un achat de marchandises à hauteur de 100 000. Donc, c'est un emploi donc, au débit. Qu'est-ce qui m'a permis de payer, qu'est-ce qui m'a permis, de faire cet achat donc à crédit? C'est le fournisseur, ressources au crédit. Et puis, en novembre, on achète, donc, on paye le fournisseur. Donc, quel est l'objet
du flux, bah, c'est le paiement d'un fournisseur, 100 000, c'est un emploi au débit. Qu'est-ce qui m'a permis de faire l'opération? Bah, c'est la banque. Hein. Donc soit on a prélevé sur son compte bancaire, effectivement, où on avait déjà du cash, donc ça diminue notre trésorerie, soit ça génère un solde bancaire, un découvert bancaire. Donc si par exemple vous aviez un bilan et un compte de résultat en fin d'année, bah, là on aurait une perte, et là donc on aurait simplement un compte 512. Un compte 512 au débit, à l'actif, enfin on va reparler là sur ces notions-là, et au passif on aurait un compte de résultat. Enfin on aurait un résultat créditeur, un résultat enfin, qui apparaît au passif, c'est-à-dire dans les capitaux propres, mais en moins. Donc ça revient à dire c'est un débit. Et en fait, ça, c'est parce que toutes les écritures de compte de résultat, les comptes de la classe 6 et 7 s'annulent en fin d'exercice. Alors là, je vous ai mis déjà un petit exemple où, imaginons qu'au cours d'un exercice, on a des achats. Donc c'est les emplois, hein, c'est l'usage, on achète des marchandises pour 1 million d'euros. On en vend pour 1,5 million. Donc on vend 1,5 million, donc, et puis on a soit des créances clients au débit, soit des comptes bancaires s'ils payent comptant. Donc 1,5 million, donc on a un résultat, la différence entre les comptes de la classe 7 et 6, ça vous fait un résultat de 500 000 euros, 1,5 million moins 1 million. Et en fin d'exercice, on doit solder les comptes de la classe 6, donc vous voyez là, on les crédite, on débite les comptes de la classe 7, et la contrepartie, pour équilibrer hein, l'écriture, puisqu'il faut toujours, hein, c'est la partie double, hein, les débits égales au crédit, bah là, en fait, pour solder, vous voyez que on doit mettre un compte créditeur, 500 000. Donc là, c'est un bénéfice, ça vient augmenter le montant des capitaux propres. Et ça, on le fait une fois par an. Si tu as une perte, on l'aurait au débit. Donc ça viendrait diminuer le montant des capitaux propres. Donc par exemple, si votre capital il est de 1 million, dans ce cas-là, on a un capital, enfin on a des capitaux propres d'1,5 million, s'il n'y a pas de réserve antérieure. Si on était avec une perte de 500 000 euros, ben, si votre capital est de 1 million, on aurait des capitaux propres de 500 000 euros. 1 million moins 500 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est les comptes mécaniques. Alors, je vous invite à regarder, quand vous verrez la section consacrée au bilan, de peut-être revoir cette notion-là, voilà, pour bien comprendre les schémas d'écriture de fin d'année. Et les postes de bilan, donc on a vu les comptes de résultats s'annulent une fois par an, les comptes de bilan, eux, s'annulent en fait quand il y a une contrepartie. Donc tôt ou tard, ils s'annulent. Hein. Alors plus c'est liquide, plus il y a une contrepartie rapidement. Hein. Par exemple, des comptes 512, bah, c'est très liquide. Des comptes de la classe 1, le capital peut rester du début de l'activité jusqu'à la fin, et donc il sera soldé soit en cas de liquidation, soit en cas de fusion. Hein. Mais les comptes de la classe 1, bah, c'est le fournisseur, c'est quand on va le rembourser. Les dettes fiscales et sociales, pareil, c'est quand on va les rembourser. En fait, c'est pour ça qu'il peut y avoir un sujet. Hein, ça c'est on va dire l'expérience qui parlera. Quand vous voyez des soldes de bilan de la classe 4 par exemple, ou de la classe 3, qui sont les stocks, qui ne sont pas mouvementés depuis plusieurs années, il peut y avoir un sujet. Par exemple sur les stocks, bah, ça veut dire peut-être que c'est du vieux stock, où il n'y a pas de rotation, et ça veut dire qu'en fait, la valeur qui apparaît en compta n'est pas une valeur, parce qu'un stock, c'est fait pour être vendu, c'est du cyclique, c'est achat-revente, donc ça doit venir assez régulièrement. Donc si le stock ne bouge pas, ça veut peut-être dire que il a perdu de la valeur. Hein. C'est pas systématiquement, mais voilà, c'est peut-être un indice. Pareil, compte de fournisseur que vous ne payez pas, c'est un sujet, parce que normalement un fournisseur, vous payez en 1, 2, voire 3 mois. Mais si il y est depuis 2 ans, par exemple, bon, ça peut être un sujet. Pareil pour les créances clients. Vous avez des créances clients, des clients doivent vous payer depuis 2 ans, bon bah peut-être qu'il faut les déprécier, parce que vous n'allez jamais les récupérer, donc passer une perte.
Donc voilà. Donc ça, c'est aussi des indices, hein, mais on en reparlera quand on verra la classification de ces éléments-là comptables. Alors n'hésitez pas, quand vous verrez les sections compte de résultats, bilan, donc on va parler de ces notions-là, à revenir sur ces sujets qu'on évoque, donc à la fois qu'on a vu avant, d'emploi, ressources, débit, crédit, et ces exemples d'écriture, les comptes, parce qu'en fait, peut-être que là, vous n'appréhendez pas toutes les problématiques, hein, parce que ça fait beaucoup quand même d'informations. Alors j'essaie de l'aborder de la manière la plus simple possible, mais peut-être qu'il faudra revenir sur ces sujets. Bon, après, tout dépend aussi de votre niveau, hein, d'aujourd'hui. Mais voilà, sachez que jusqu'à maintenant, les sections qu'on a vues là, c'est les principes fondamentaux. Alors nous allons voir l'ensemble des comptes de bilan et dans un deuxième temps, les comptes de résultats. Dans les comptes de bilan, on va du moins liquide au plus liquide. Donc, on commence par les comptes de capitaux qui sont les moins liquides en principe. Alors, dans les comptes de capitaux, ce que vous allez trouver, là je vais parler des grandes catégories. Je vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est vraiment pour comprendre la comptabilité, donc c'est intéressant de voir ce qu'il y a. Alors, les comptes de capitaux, généralement, c'est une ressource. Vous avez déjà en premier poste le capital social de la société, c'est-à-dire les apports qui sont faits par les actionnaires ou les associés. Donc quand vous voyez effectivement le capital de la société de 1 million d'euros, c'est les apports qui ont été faits par les associés ou les actionnaires. Alors, parfois, il peut y avoir également des conversions de réserves en capital. Donc là, il y a des cas particuliers, hein, mais bon, faut savoir que en général, ce poste n'est mouvementé que par des opérations particulières qui doivent être décidées en assemblée générale. Donc la majorité des cas, c'est une augmentation de capital par apport de nouveaux fonds par des associés, des réductions de capital pour notamment apurer des pertes ou rembourser des associés. Ça peut être également dans le cadre d'une fusion, où effectivement un échange de titres, et donc là il y a une augmentation de capital. Ça peut être, voilà, pour une augmentation de capital où on impute des réserves. Donc là, effectivement, ça engendre une augmentation de capital. Donc voilà, il y a différentes raisons, mais il faut savoir que c'est très réglementé. C'est pas simplement le dirigeant dans son coin qui décide d'une augmentation de capital, hein. Ça doit être réglementé et prévu par une décision en assemblée. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez également le résultat de l'exercice comptable. Donc on a déjà parlé de l'exercice comptable, ce que c'était, donc sur une période donnée. La société réalise des résultats, donc elle a fait des produits, moins des charges, ça lui donne le résultat. Donc s'il est positif, c'est un bénéfice. S'il est négatif, donc il y a plus de charges, c'est un déficit, une perte. Donc si c'est un bénéfice, ça vient augmenter les capitaux propres. Le compte est en fait créditeur, c'est une ressource pour l'entreprise. A contrario, si effectivement les charges sont plus importantes, donc ça deviendra un compte débiteur, mais il apparaîtra au bilan, au passif, en moins. Il viendra diminuer les capitaux propres. Alors on en reparlera quand on verra le bilan. Mais déjà, on voit un peu la mécanique. Alors, au passage, j'en profite, une petite astuce, puisque là, en fait, quand vous avez un compte de résultat, un résultat positif, c'est le compte 120. Quand vous avez un résultat négatif, c'est 129. En fait, quand vous avez un 9 en troisième position du compte, ça veut dire que c'est dans le sens inverse de son sens normal. Donc, là, par exemple, le compte 12, normalement, c'est au crédit. Là, quand vous avez une perte, c'est au débit. Donc, c'est pour ça qu'on met un 9. Ça peut être le cas également lorsque vous accordez une remise, par exemple, à un client. Le client, donc avec un client, normalement, vous faites du chiffre d'affaires, donc c'est un compte de la classe 7, un produit. Et ben, quand vous lui accordez une remise, en fait, ça va venir au débit, ça diminue, en fait, votre résultat. Et comme c'est un sens, on va dire, qui n'est pas cohérent avec le compte, qui est normalement un compte créditeur, ben là, vous avez un 709, troisième position. Alors c'est un petit point, un petit aparté.
Hein, ne concentrez pas l'analyse là-dessus, mais voilà, c'est juste un point de repère sur l'analyse des comptes. Donc, sur le résultat, on revient sur le résultat. Sur le résultat, donc, on a vu que une fois par an, on doit on doit mettre le résultat au bilan. Et il faut savoir que c'est simplement la contrepartie de l'extourne des produits et des charges du compte de résultat. Donc, un point très important, hein, ça, notez-le bien, c'est que le résultat qui apparaît dans les capitaux propres du bilan, donc au passif, vous avez une ligne résultat, donc que vous voyez ici, doit être exactement le même montant que vous voyez dans le compte de résultat, en bas du compte de résultat, le résultat net. Vous avez résultat net au bilan dans les capitaux propres, doit être le même montant que la ligne résultat net au compte de résultat, puisque c'est simplement l'extourne des produits et des charges qu'on retrouve au bilan. Si vous avez une différence, c'est que vos comptes, les comptes, enfin pas forcément les vôtres, mais les comptes que vous analysez peut-être, sont erronés. Alors c'est une situation très rare, hein. Finalement, les sociétés qui publient leurs comptes ne vont pas présenter des comptes effectivement erronés, puisque là vous allez avoir un actif, total passif, qui est différent, hein, parce que vous avez un résultat qui ne correspond pas au compte de résultat, et donc dans ce cas-là, vous avez une problématique assez importante, et c'est des cas qui sont très rares, puisque les logiciels comptables, normalement, ne permettent pas d'arrêter des comptes sur cette base-là. Donc, j'en ai déjà rencontré, mais très rarement, voilà. Mais à partir du moment où vous voyez ça, bon, ça va peut-être concerner, je sais pas, un jeune entrepreneur qui fait ses comptes lui-même, voilà. Si vous voyez ce sujet, ça veut dire qu'il y a une problématique sur les comptes. Donc c'est un point d'attention. Donc vous avez le résultat, ensuite vous avez les réserves. Alors les réserves c'est quoi? C'est les résultats des exercices précédents, qui ont déjà été clôturés, qui n'ont pas été distribués aux actionnaires, puisque les résultats que vous réalisez, soit vous pouvez les distribuer aux associés, donc ils récupèrent en fait en quelque sorte une partie, c'est le rendement en fait, hein. Ils récupèrent une partie des fonds qu'ils ont mis, donc c'est la rentabilité, le rendement plutôt, le dividende, soit les résultats sont maintenus dans l'entreprise, donc c'est soit pour constituer un matelas de sécurité, soit pour autofinancer ses investissements. Donc elle peut financer ses investissements par emprunt, ou par une augmentation de capital, ou par une accumulation de réserves, des réserves disponibles, donc ça participe à ces ressources stables qui sont disponibles. Donc, les réserves, voilà, c'est la part qui n'est pas distribuée d'un exercice à l'autre, et donc ça peut s'accumuler sur le long terme. Ensuite, vous avez, alors parfois également, je apporte une précision, on voit également report à nouveau. C'est pareil, c'est du résultat qui est accumulé. Après, parfois, on le classe en réserve, en report à nouveau. Des fois, il y a des sous-catégories de réserve, mais ce qu'il faut retenir, c'est là, dans le cas d'un apprentissage de la comptabilité, voilà, vous avez les réserves. Le report à nouveau peut s'inscrire dans le même processus, dans la même analyse. Voilà. Donc ça, c'est les capitaux propres. Vous avez une catégorie, en fait, qui est un peu intermédiaire, on va dire, c'est les provisions pour risques et charges. C'est aussi de la classe 1. Là, c'est des comptes de la classe, plus précisément, compte 15. Et ces comptes de classe 15, c'est pour faire face à des risques probables. Par exemple, si vous avez, voilà, il y a un litige avec un salarié qui a été licencié, il va au prud'homme, il réclame, voilà, plusieurs centaines de milliers d'euros, selon la probabilité d'être condamné à payer un montant, vous devez constater une perte, donc vous constatez une charge au débit, et au crédit, un compte de passif, donc une provision pour risques et charges. Donc, bon, on fera un petit exemple, voilà, la mécanique est assez simple. Après, vous pouvez avoir, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un litige, d'une manière générale, il y a des particularités, mais si vous avez un litige probable, on les met comme ça au passif du bilan. Voilà. Donc on voit le capital, donc c'est les comptes généralement 101.
Le résultat, c'est les comptes 12. Les reports à nouveau, c'est les comptes 11. Les comptes 13, alors j'en ai pas parlé, c'est principalement des subventions d'investissement. Bon, après on va pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y a certaines catégories de subventions, quand c'est pour financer les investissements, vous les mettez ici aussi. Les comptes 14, pareil, je rentre pas dans le détail, c'est les amortissements dérogatoires, c'est particulier, et ça dépasse le cadre d'une compréhension des grands mécanismes comptables. Et les comptes 15, c'est ce qu'on a vu, les provisions pour risques et charges. Voilà. Et tout ça se trouve, on en reparlera sur le bilan, mais en haut du bilan, en fait, au passif, voilà, dans les ressources stables. Nous allons terminer cette partie sur les comptes de capitaux avec la catégorie emprunt. Donc c'est toujours de la classe 1, la classe 1, mais avec une subdivision dans la nomenclature, là, on rajoute un 6, donc c'est le compte 16. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, principalement, les emprunts. Et dans la grande majorité des cas, c'est les emprunts bancaires. Donc une société souscrit un emprunt, elle va constater à son passif, donc une ressource, un compte 16, donc elle mettra à son passif. C'est juste, en fait, vous avez les capitaux propres qu'on a vus, les provisions pour risques et charges, et en dessous vous avez les emprunts. Alors c'est majoritairement les emprunts bancaires, mais il arrive parfois que ça peut être d'autres catégories. Par exemple, si des associés prêtent de l'argent à long terme, ça va figurer également dans cette catégorie. Parlons maintenant des immobilisations. Les immobilisations, en fait, c'est ce que vous avez également en haut de bilan. On avait vu que on parlait des moins liquides aux plus liquides, donc on a vu les moins liquides en compte de classe 1, et ensuite vous avez les comptes de classe 2. Et donc, les immobilisations, c'est quelque chose que vous achetez, ou que vous produisez, et qui restera sur le long terme dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que, justement, si on fait déjà un petit aparté, qu'on parle des charges, les charges, c'est quelque chose qui va être, de manière générale, se consommer au premier usage. Par exemple, si vous achetez du papier pour vos imprimantes, c'est une charge, c'est pas quelque chose que vous allez garder durablement dans l'entreprise. Donc, d'une manière générale, alors il n'y a pas de date précise, mais si l'usage est inférieur à 12 mois, en principe, c'est une charge. Et au-delà, ça va être une immobilisation. Alors, ça suppose que ce soit quand même, qu'il y ait un caractère significatif. C'est-à-dire que si c'est une petite immobilisation, voilà, peut-être un petit meuble, vous allez passer en charge. Alors, il n'y a pas de seuil précis, mais l'administration fiscale indique que, effectivement, pour elle, c'est une charge si il y a la faculté de constater en charge si l'immobilisation est inférieure à 500 €. Et dans ce cas-là, on a la possibilité de le mettre en charge alors que on va garder le bien pendant plusieurs années. Donc si, d'une manière générale, il y a toujours des exceptions, mais vous gardez un bien, vous achetez un bien qui ne sera pas consommé au premier usage, et que vous le gardez durablement, vous mettez dans cette catégorie d'immobilisation. L'autre point, c'est que parfois il y a des dépenses qui, naturellement, on pourrait penser que c'est des charges, mais c'est des immos. Je m'explique. Lorsque vous faites de l'entretien et des réparations sur des immobilisations, en principe, c'est une charge. Si l'objet, c'est de maintenir le bien en état de fonctionnement et s'ils permettent la fin de vie dans des délais prévus. Si par contre, ces dépenses d'entretien et de réparation sont suffisamment significatives pour permettre un accroissement de la valeur de l'actif, ou un prolongement de la vie, là, on mettra en immobilisation. Alors ça, c'est des cas simples, faut connaître cette règle, voilà, pensez-y, mais après, il y a vraiment c'est des cas particuliers, parce que après l'appréciation de savoir si ça apporte une valeur ou pas, ça peut être compliqué. Voilà, mais connaissez la règle, ça vous permettra, voilà, d'avoir des principes fondamentaux maîtrisés. L'autre point, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une immobilisation, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose qui doit vous permettre d'avoir un avantage économique futur. Donc, quand on valorise une société, notamment, c'est la méthode des flux futurs de trésorerie, donc ce que nos actifs vont nous permettre de rapporter. Donc là, c'est pareil. Un actif immobilisé, une immobilisation, c'est quelque chose durablement qui va nous permettre d'avoir des fruits. Donc les fruits, c'est la croissance, le cash flow qu'on va engendrer. Voilà, donc c'est un élément important. Alors bien sûr, après,
Il y a des petites unités, ça peut être des bureaux, ça peut être du mobilier, etc. Hein. Donc, mais voilà, il n'y a que le petit actif, voilà, comme je vous dis, valeur unitaire inférieure à 500 € hors taxe, que vous laissez en charge. L'autre point qui est important de savoir, c'est qu'il y a trois grandes catégories d'immobilisation. La première, c'est les immobilisations incorporelles. Donc les immobilisations incorporelles, c'est quelque chose que non palpable, c'est des droits, hein, dont l'entreprise est propriétaire, mais on ne peut pas le toucher. Hein, c'est incorporel, comme son nom l'indique. Alors dedans, pour donner des exemples, vous pouvez avoir des marques, hein, donc un droit, voilà, la marque Coca-Cola, la marque L'Oréal, etc. C'est un actif, ça a une valeur. Hein, alors la valeur comptable ne sera constatée que s'il y a une acquisition. C'est-à-dire qu'en interne, vous ne pouvez pas générer un actif, c'est-à-dire dire, bah voilà, j'ai dépensé tant et donc je le mets à l'actif. Non, c'est si vous achetez effectivement une entreprise, vous achetez un actif des droits particuliers, ce sera enregistré dans vos comptes. Mais ce que vous créez en incorporel, de type marque, par exemple, enfin, au cas particulier, ne sera pas constaté dans les comptes. Donc marque, des brevets, et la partie incorporelle des fonds de commerce. Voilà. Ensuite, il y a les immobilisations. Alors ça, c'est des biens, la majorité des cas, les immobilisations incorporelles, il y a toujours des exceptions, mais dans la majorité des cas, c'est non amortissable. Hein. On en reparlera après de ces caractères amortissables ou pas. Et l'autre point aussi que je voulais préciser, c'est que c'est les comptes de la classe 20. Ensuite, il y a les immobilisations corporelles. Donc là, c'est, par définition, ce que vous pouvez toucher. Donc ça va être des véhicules, du mobilier, vous achetez des bureaux, un immeuble, des équipements industriels, etc. Donc c'est tout ce qui va servir durablement pour une entreprise, vous mettez dans les immobilisations corporelles. C'est les comptes 21, nomenclature 21. Ensuite, il y a les immobilisations financières. Donc ça, c'est tous des filiales que vous avez, ou des titres, même si vous êtes minoritaire, vous avez 5-10%, vous enregistrez. Donc il y a deux grandes catégories, les titres immobilisés et les titres de participation. Les titres de participation, c'est là où vous détenez une part plus importante, où vous avez une sorte d'influence, voilà, en quelque sorte. Vous avez également comme actifs financiers les dépôts de garantie. Dépôt de garantie, c'est si par exemple la société prend un bail, donc elle devra souvent payer un dépôt de garantie donc pour prendre les locaux de 3 à 6 mois dans les usages, et donc dans ce cas-là, cet actif vous sera remboursé à terme, mais c'est du long terme, donc plus d'1 an. Donc vous mettez également dans votre actif immobilisation en immobilisation financière. C'est un compte particulier 275. Bon, n'apprenez pas forcément par cœur, retenez simplement les immobilisations, c'est la classe 2. Voilà, donc on a vu les immobilisations financières. Alors l'autre point dont je voulais vous parler, qui m'apparaît important, c'est qu'entend-on par amortissement? Peut-être vous n'êtes pas familier sur ce terme. Amortissement consiste à, en fait, étaler la dépense que l'on a faite pour acquérir une immobilisation. Par exemple, vous achetez un équipement industriel, vous l'étalez sur sa durée d'utilisation probable. Donc, on acquiert un équipement industriel pour 100 000 €, utilisable pendant 10 ans, donc chaque année, vous allez passer en charge 10 000 €. Et donc, à la fin, vous aurez une valeur nette de 0, à la fin des 10 ans. En fait, parce que dans votre actif, on reverra aussi, mais vous avez une valeur brute, donc c'est votre valeur d'acquisition, des amortissements, donc c'est ce dont je viens de parler, on étale finalement le coût sur plusieurs années, hein, on considère que ça perd de la valeur au fur et à mesure, et une valeur nette. Alors on me dirait, oui mais c'est étonnant, parce que on peut comprendre ça pour un véhicule, ou quelque chose qu'on utilise comme ça, mais si vous avez acheté un immeuble haussmannien il y a 20 ans, effectivement, si vous l'amortissez sur 30 ans, au bout de 30 ans, ça vaut 0, en réalité, ça a pris de la valeur. C'est vrai, mais c'est la règle comptable qui fait que vos actifs sont amortissables. Alors, c'est principalement les actifs corporels qui sont amortissables. Dans la majorité des cas, les incorporels sont non amortissables. Donc, retenez ces principes. Hein. Et les immobilisations financières, en principe, sont non amortissables également. Hein. Il y a toujours des exceptions. Mais je parle ici des règles comptables en général.
L'autre point, justement, c'est que au-delà de ces amortissements, il y a également des dépréciations. Donc lorsque c'est des amortissements, des immobilisations non amortissables, par exemple si vous avez une valeur de marque et on voit que la valeur a baissé, dans ce cas-là, vous passez une dépréciation, donc une perte, effectivement, qui sera ponctuelle, vous passez une charge, donc si la valeur de votre marque vaut 10 millions d'euros, aujourd'hui elle vaut 2 ans après l'acquisition, elle vaut 8 millions, bah vous passez une charge, dotation pour dépréciation. Alors les amortissements ou les dépréciations, c'est les comptes 68, et on reverra après. Donc une charge, donc ça viendra diminuer votre valeur brute, et en valeur nette, vous aurez 8 millions. Donc ça, voilà, cette règle de dépréciation, voilà, lorsque vous avez une dépréciation ponctuelle, c'est-à-dire qu'il ne suit pas un rythme prédéterminé comme les amortissements. Les immobilisations amortissables sont également dépréciables. Si votre valeur nette, finalement, là vous avez un actif qui vaut, vous avez acheté 100 000, vous êtes à la 8e année d'amortissement, 10 ans, amortissable sur 10 ans, donc il vous reste 20 000, mais finalement, au bout de la 8e année, on voit que votre actif est hors d'usage, bah vous passez une dépréciation complémentaire de 20 000 pour dire que votre actif vaut 0. Voilà, donc ça c'est les règles générales des immobilisations. Je pense avoir fait un peu le tour, ça reste voilà, un cadre général, mais encore une fois, c'est pour comprendre la comptabilité, c'est pas un perfectionnement. Donc nous avons vu les comptes de capitaux, au passif, c'est généralement une ressource. On a vu les immobilisations qui sont en principe des emplois, donc c'est à l'actif. Voyons maintenant les stocks, qui sont aussi des emplois, donc à l'actif. Alors, contrairement aux immobilisations, ce qui était de l'actif immobilisé, c'est-à-dire qu'on garde sur le long terme, les stocks, c'est ce qu'on appelle un actif cyclique, comme ce qu'on verra après, les éléments de compte de tiers, qui sont des éléments de l'actif circulant. Les stocks, c'est la même chose, c'est de l'actif circulant, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements permanents. Alors, les stocks, ça rentre dans le processus de l'activité d'une entreprise. Globalement, ce que l'on a, c'est on a une période d'achat. Lorsque le processus n'est pas terminé, on n'a pas vendu, vous avez les stocks. On va voir qu'il y a 3 catégories, 3 grandes catégories. Ensuite, on les vend, donc par principe, alors, soit, effectivement, on va supposer que c'est des ventes à crédit, donc c'est client. Et dernière étape, on récupère la trésorerie. Parfois, le compte client est squeezé, c'est-à-dire lorsque les clients payent comptant, ce qui est le cas dans la grande distribution, par exemple. Donc ça, c'est processus, voilà, à visualiser pour bien voir où se situe le niveau des stocks. Donc comme je disais, il y a 3 grandes catégories des stocks. La première catégorie, c'est le stock de matières premières, c'est-à-dire que lorsque l'on est dans un processus de transformation, l'entreprise fabrique et donc transforme une matière première. Simplement, par exemple, le boulanger, il a de la matière première, il achète sa farine, il achète différents produits pour transformer et vendre un produit fini. De la même façon, ceux qui fabriquent les avions, dans l'industrie aéronautique, achètent de l'acier, achètent du tissu pour différents éléments, de matière plastique et autres, et ils transforment effectivement tout ça, et à la fin, on a un produit fini qui est un avion. Alors bien sûr, après, il y a des chaînes de sous-traitants, voilà, où on vend des lots différents, mais c'est un assembleur, mais pour vous dire qu'il y a différents processus, et la première étape, c'est d'acheter de la matière première qu'on va transformer. Donc là, stock de matière première. Ensuite, il y a les stocks de produits finis. Pareil, c'est dans le cas d'un processus de production. On va, là, dans ce cas-là, avoir la matière première, on produit, donc c'est des charges de personnel et autres, de transformation, et de recherche et développement, et ensuite, on aboutit à constater, effectivement, un stock de produits finis. Il est fini. Hein. Donc, à noter que là, c'est le coût de production. Donc, dedans, vous avez effectivement, vous pouvez avoir à la fois les dépenses de personnel, le coût matière, etc. C'est le produit qui est prêt à vendre. Prêt à être vendu. Je précise quand même pour le coût matière, c'est également le coût d'achat. Ça valorise au coût d'achat. Alors après, il y a plusieurs systèmes de
de valorisation, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est le coût d'achat des matières premières, le coût de production pour les produits finis, et puis ensuite il y a les marchandises. Donc c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui, elle, ne produit pas, ne transforme pas, elle achète des produits et elle vend. Donc et elle applique une marge. Après, c'est voilà, le marketing et autres qui vont lui permettre de créer de la valeur, mais c'est achat-revente. Donc là, c'est le coût d'achat également des marchandises qu'elle va vendre. Elle achète à un prix, elle revend à un prix, et dans les stocks, on met donc le coût d'achat. Donc on ne peut pas avoir de stock si vous avez déjà vendu le bien, puisque c'est des éléments qui sont dans l'entreprise. Ils sont stockés à un endroit. Donc par exemple, quand vous êtes commissaire aux comptes, quand vous allez contrôler des stocks, vous pouvez faire des contrôles sur pièce. Vous allez vérifier les quantités. Et après, la valorisation du stock. Donc ça, c'est un point important. Les stocks, c'est des éléments qui existent à la clôture de l'exercice. Et on est obligé de faire un inventaire physique, donc un état de ces stocks, au moins une fois par an. Donc si, par exemple, un commissaire aux comptes a un inventaire des stocks et qu'en fait la société n'est pas en mesure de justifier les quantités pour X raisons, si c'est significatif, le commissaire aux comptes refusera de certifier. Donc, ça c'est un point fondamental. Donc, et puis ça peut être significatif lorsqu'il c'est une société, voilà, qui stocke beaucoup, voilà. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, en principe, c'est des roulements, c'est de l'actif circulant, donc ça bouge assez régulièrement. Il y a des mouvements assez réguliers. Donc quand vous avez, je l'ai déjà dit dans une précédente session, quand vous avez des stocks qui ne bougent pas, on peut se poser la question s'il ne faut pas les déprécier. Donc on déprécie, la valeur brute est diminuée des dépréciations, et on a une valeur nette minorée. Alors, autre point dans la nomenclature, une précision, c'est les comptes de la classe 3. Donc on a vu classe 1, les comptes de capitaux, classe 2, les actifs immobilisés, l'immobilisation, classe 3, les stocks. Alors bien sûr, quand je parle de rotation rapide, il y a des exceptions. Si vous prenez par exemple dans l'activité viticole, bien sûr, effectivement, l'exploitant va mettre plusieurs années parfois avant de les vendre, ça voilà, c'est pas anormal. Donc c'est en fonction de l'activité. Mais généralement, dans une grande partie des activités, c'est des activités où les taux de rotation sont élevés. De la même façon, les produits finis, parfois, il y a des, comme je citais dans l'aéronautique ou dans la navigation, le processus de fabrication peut durer très longtemps. Donc vous pouvez avoir des stocks, effectivement, qui augmentent sensiblement et qui ne se vendent qu'au bout de plusieurs années. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour une prise de connaissance générale des stocks. C'est un point important, puisque ça peut représenter une partie significative des comptes. Alors, à noter, quand vous constatez un stock, la contrepartie, c'est du résultat. Quand vous faites, je disais, c'est la classe 3, en contrepartie, vous avez soit un compte de la classe 6, donc quand c'est un achat un stock de matières premières ou de marchandises, puisque vous avez acheté des comptes, effectivement, de matières premières ou de marchandises, c'est des comptes de 6, de la classe 6. Quand c'est du stock de produits finis, la contrepartie, c'est un compte de la classe 7, puisque le produit fini est destiné à être vendu, donc c'est voilà. Donc c'est une petite particularité à connaître dans les mécanismes de comptabilisation comptable. Alors pour en finir sur la partie actifs et passifs circulants, donc les comptes de tiers, nous allons voir les principales catégories. Des fois, il y a des sous-catégories de comptes, mais on va voir l'essentiel. Alors, le premier point, c'est les créances clients. Les créances clients, c'est la nomenclature 41. Tous les comptes de tiers, c'est les comptes de la classe 4, ce qui suit les stocks. Et donc, 41, les créances clients, c'est-à-dire que lorsque vous vendez des produits, des services, vous avez un compte client lorsque vous lui accordez un délai de paiement, et en contrepartie, vous avez un compte de la classe 7, c'est votre compte de produit, c'est du chiffre d'affaires. Donc le compte 41 est en principe initialement mis au débit.
Et donc vous avez à l'actif compte créance client. Donc ça, voilà, c'est dans le processus de la production. Tout à l'heure, on a vu un petit schéma. On achète des biens, on les stocke, on les vend et on encaisse la somme d'argent. Donc là, visualisez le compte, la partie créance client. On arrive en fin de processus. On va du moins liquide au plus liquide. Une fois qu'on a les éléments des stocks, on vend et là, on inscrit dans le poste créance client. Alors, en principe, il faut savoir aussi que, comme vous le savez, quand on vend des produits, en France, il y a, et dans la majorité des pays du monde, il y a de la TVA. Donc, vos comptes de résultats sont en montant hors taxe, le principe général, et vos comptes de tiers sont de créances clients, on va voir après, de dette fournisseur, sont en TTC. Il y a toujours des particularités, puisque des fois, il y a des sociétés qui ne récupèrent pas la TVA. Et dans ce cas-là, ce qu'on a en charge, c'est aussi des montants TTC. Et puis parfois, il y a des sociétés aussi avec des activités internationales, voilà. Mais ce qu'on voit ici, c'est les règles générales. Donc, retenez que le poste créance client, dans la majorité des cas, c'est un montant TTC. Donc on a les créances clients, on a également ensuite, alors parfois on a d'autres catégories, des autres créances aussi. Par exemple, quand c'est un groupe de sociétés et la société mère prête à sa filiale, mais dans le cas d'un processus assez rapide, c'est-à-dire que voilà, il prête de l'argent, la filiale lui remboursera dans 6 mois, on mettra au niveau de l'actif circulant en autre créance. Par contre, si c'est un prêt à long terme, on le mettra en actif immobilisé. Donc on voit souvent ça dans des groupes de sociétés. Ensuite, vous avez des comptes au passif. Donc créance, c'est ce que vous devez encaisser. Donc c'est un élément du patrimoine, ça va à l'actif. On reviendra sur ces notions aussi. Alors, au passif, vous avez ce que vous devez payer. Donc vous avez à la fois les dettes fournisseurs et dettes fiscales et sociales. Dettes fournisseurs, c'est vous achetez des marchandises, ou vous achetez des prestations de services, un cabinet de conseil par exemple, ou vous achetez des prestations de sous-traitance pour une activité de production. En contrepartie, vous accordez un délai de paiement à votre fournisseur, vous avez au passif ce montant dette fournisseur. Pareil, en principe, c'est un montant TTC. Et la charge, un montant hors taxe. Donc là, vous avez au passif dette fournisseur. Et puis vous avez les comptes de dette fiscale et sociale, qui, elles, donc c'est par exemple les charges de personnel. Donc en fin de mois, vous constatez les charges de personnel, et il y a un paiement qui intervient, donc quelques jours après, voilà, le deuxième jour du mois suivant, ou parfois c'est payé directement en fin de mois, mais parfois c'est payé avec un petit décalage. Donc vous avez dans les dettes sociales, au passif du bilan. Dette sociale aussi peut concerner vis-à-vis de l'URSSAF ou des organismes de retraite, ACEDIC et autres. Donc tout ce qui est lié au social, c'est dans le poste dette fiscale et sociale, au passif, en passif circulant. Et vous avez dette fiscale, également les dettes fiscales, où là, ça comporte plus les éléments de fiscalité. Par exemple, quand la société doit payer un impôt sur les sociétés sur ses résultats, c'est mis au passif du bilan. Alors parfois, vous avez aussi des comptes, ça apparaît à l'actif quand, finalement, par exemple, la société a payé trop d'acompte d'IS, ça se retrouve à l'actif du bilan. Donc quand elle doit récupérer une somme, c'est à l'actif du bilan. Quand elle doit payer une somme, c'est au passif du bilan. Bon, on reviendra sur la structure du bilan, mais j'essaie quand même de faire le lien entre les différents comptes et les éléments de la structure du bilan. Alors, au niveau de la nomenclature, les dettes sociales, c'est au compte 43, et les dettes fiscales, c'est au compte 44. Mais retenez que, dans l'ensemble, les comptes de tiers, c'est un compte de la classe 4. Nous allons terminer les comptes de bilan avec les comptes financiers, c'est-à-dire ceux de la classe 5, et donc les comptes les plus liquides. Alors, on va voir principalement 3 grandes catégories. La première, c'est les comptes de caisse. Généralement, c'est une nomenclature des comptes 53. Les comptes de caisse, c'est en fait les liquidités qui sont monétaires
type pièces et billets. Donc là, ça va concerner surtout des sociétés pour lesquelles il y a une activité, un échange avec des clients, des échanges de pièces et de billets. Donc ça va être en particulier, ce qu'on voit généralement, c'est des sociétés de restauration, des sociétés de distribution, de grande distribution, pardon. Alors, ça peut concerner également d'autres types de sociétés, hein. Ça peut être des sociétés d'avocats, des sociétés d'experts comptables, des sociétés industrielles et autres, qui ont un compte de caisse, parfois, pour dépanner quelques petits achats, etc. Mais c'est relativement rare, et dans ce cas-là, c'est généralement pas significatif. L'autre élément que l'on va voir, c'est les valeurs mobilières de placement, c'est-à-dire des placements qui sont à court terme, puisqu'on a vu que les placements à long terme, c'est en actifs immobilisés, immobilisation financière. Donc là, les placements court terme, donc c'est généralement lorsqu'il y a des surplus de trésorerie dont l'entreprise n'a pas besoin, elle va les placer, elle les met à ce niveau-là, voilà, dans des comptes de valeur mobilière de placement. En sachant que tous les comptes financiers, en fait, se trouvent à l'actif au niveau de la ligne disponibilité, et donc on n'a pas le détail entre les comptes de caisse, les valeurs mobilières de placement et les autres éléments, mais par contre quand vous regardez une balance générale, vous avez le détail des comptes, là vous voyez ce détail d'information. Alors ensuite il y a, pour finir, les comptes courants bancaires. Donc là, c'est des comptes que vous avez dans la société, qui sont en usage quotidien. Hein, vous ne pouvez pas créer de société sans avoir de compte bancaire. Et là, dans ce cas-là, donc c'est aussi, si vous avez de la trésorerie, c'est à l'actif, donc on se pose des disponibilités. Si par contre vous avez un découvert bancaire, qu'il soit autorisé ou non, généralement ça va au passif dans la catégorie emprunt, dans les comptes 16, en haut du bilan, mais en fait on peut avoir également des comptes 512 qui sont créditeurs, et donc dans ce cas-là, c'est simplement, donc ce sera à noyer, puisque c'est des emprunts auprès des établissements de crédit, avec d'autres emprunts, mais généralement il y a la possibilité de faire un renvoi, où on met don seul créditeur de banque. Et donc ça veut dire que c'est des comptes 512 qui sont créditeurs. Alors, le point essentiel à savoir, alors déjà, la première chose, c'est que, finalement, avec la banque, on arrive en fin de processus. Hein. Rappelez-vous du graphique où on voyait les achats, les stocks, les créances clients, donc une fois qu'on a fait les ventes, et puis, finalement, on est payé, donc on a un compte bancaire, un encaissement client. Donc, en fait, donc ça, c'est un point important, et l'autre sujet que je souhaite aborder, c'est que, parfois, donc les comptes bancaires qui apparaissent en comptabilité peuvent diverger des soldes qui apparaissent dans les relevés bancaires. Alors, pourquoi? Il peut y avoir plusieurs raisons. On va citer deux raisons que l'on voit fréquemment. Alors, la première, c'est lorsque la société va payer un fournisseur, donc elle fait un chèque, elle envoie le chèque, et elle va comptabiliser sur la base de ce chèque émis. Elle va mouvementer son compte bancaire, pour dire qu'elle a payé le fournisseur. Elle va pas attendre que ça apparaisse dans le relevé bancaire. Et donc, dans ce cas-là, elle paye un fournisseur, par exemple, pour 1000 €, donc sa trésorerie dans les comptes comptables va diminuer de 1000 €, mais ce fournisseur, donc le temps que ça arrive par la poste, qu'il le mette dans sa banque, si par exemple on est au cours du mois de décembre, juste avant la clôture, et au moment de la clôture, on arrive, effectivement, le chèque ne passe en banque qu'au mois de janvier. Et dans ce cas-là, dans la banque, enfin dans le compte bancaire de la société, on voit moins 1000 €. Par contre, dans le relevé de bancaire, il n'y aura pas cette dépense, ce flux qui sera constaté. Et donc vous avez un écart, supposons que la trésorerie générale est de 0, vous aurez 0 dans le relevé bancaire de la banque, et moins 1000 dans le relevé dans les comptes de la société. Et donc, l'autre point, un autre exemple, c'est l'exemple opposé, en fait, simplement. Si effectivement vous recevez un chèque d'un client, et le temps
que vous le mettiez en banque et que ça passe, que ce soit constaté, on arrive déjà à la clôture. Donc là, de la même façon, si vous comptabilisez au moment du chèque, vous constatez un compte, un mouvement, donc débiteur, donc votre compte bancaire augmente, et par contre la banque, dans le relevé bancaire, ça n'apparaîtra pas. Donc là, pareil, de la même façon, vous avez un écart. Et donc, pour traiter, il est obligatoire de faire des états de rapprochement bancaire pour expliquer ces différences. L'état de rapprochement bancaire va détailler l'ensemble des postes qui expliquent l'écart entre le relevé de la banque et le relevé du compte bancaire de la société. C'est impératif, hein, pour bien comprendre les soldes. Et l'autre point, parfois ça peut, si les écarts sont pas expliqués, alors parfois ça peut être des problématiques techniques, mais ça peut aussi expliquer des manœuvres frauduleuses. Donc d'où l'importance d'avoir des comptes bancaires qui sont bien rapprochés avec des états de rapprochement bancaires.